Merci beaucoup Sophie. Merci à vous tous et aussi Eric Brio de m'avoir invité à discuter ce soir du protocole IFCT Master Protocol ALK, qui est donc une application dans le domaine de la maladie pulmonaire métastatique avec addiction oncogénique du concept de maladie résiduelle. Donc, ça a déjà bien été expliqué par les topos précédents, la différence entre maladie résiduelle chez le patient opéré qui a donc plus de maladie visible et la maladie résiduelle chez le patient avec une maladie métastatique sont des concepts différents parce que finalement, la maladie résiduelle est la maladie qui est encore visible ou plutôt qui est restante après le traitement initial par inhibiteur tyrosine kinase ou thérapie ciblée. Donc là, finalement, on est dans une logique d'escalade thérapeutique dans l'IFCT Master Protocol qui propose d'adjoindre un traitement qui est la chimiothérapie à l'inhibiteur tyrosine kinase d'emblée et également essayer de tenter par l'évaluation longitudinale dans le sang de la maladie résiduelle détectée par séquençage de l'ADN tumoral circulant, s'il y a des facteurs pronostiques liés à cette clairance potentiellement de la fusion ALK qui nous permettent d'identifier la population de patients qui a le plus de bénéfices à cette escalade thérapeutique et donc potentiellement envisager un développement dédié chez ces patients. Voici mes liens d'intérêt. Très rapidement, cela a déjà été expliqué. Dans la prise en charge des patients avec un adénocarcinome pulmonaire, on s'appuie maintenant sur un testing moléculaire large qui nous permet de donner un traitement ciblé adapté à la mutation oncogénique qui est mis en évidence sur le testing moléculaire. Et cette approche a permis un bénéfice en termes de survie très important chez les patients pouvant bénéficier de ces stratégies dans le modèle EGFR, Swan-ALK, et également chez les patients ayant une forte expression de PD-L1 et qui bénéficient d'un traitement par immunothérapie, avec des survies prolongées au-delà de 3 ans. Et comme vous pouvez le voir ici dans le modèle ALK, ici la courbe en violet, des survies très prolongées qui souvent n'atteignent plus la médiane de survie malgré des suivis au-delà de 5 ans dans les essais randomisés. Et donc, un vrai défi pour augmenter les survies et démontrer la supériorité d'une nouvelle stratégie thérapeutique parce qu'on part déjà d'un bénéfice très important avec les stratégies classiques avec inhibiteurs de tyrosine kinase. Et donc, si on compare avec l'efficacité de la chimiothérapie qu'on obtenait il y a 10 ans avec les doublés à base de sel de platine, eh bien, il y a clairement un net avantage à cette stratégie. Le principe de la résistance chez les patients ayant une maladie métastatique est qu'il émerge soit une résistance immédiatement, ce qu'on appelle la résistance primaire, ou une résistance acquise. Dans le cas de la résistance primaire, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre d'expliquer cet échec, notamment l'absence de la cible ou d'emblée la présence de voies bypass. Et puis pour ce qui est de la résistance acquise, on a le phénomène de sélection clonale. Donc finalement, c'est les théories qui ont été montrées par Charlotte Domblid de Charles Swanton, enfin qui ont été démontrées par l'équipe de Charles Swanton, à savoir une sélection clonale de la maladie, une évolution phylogénique au cours du temps, une maladie qui devient de plus en plus hétérogène et qui va finalement échapper à un traitement ciblé. Et puis, il y a d'autres théories, notamment celle de l'émergence de drug tolerant cells ou de persisting cells, c'est-à-dire la création sous pression thérapeutique d'une sous-population cellulaire qui va être capable de résister ou plutôt de persister sous pression thérapeutique en rentrant dans un état indolent et qui pourrait expliquer l'émergence de la résistance clinique après plusieurs mois ou plusieurs années de traitement sans évolution de la maladie résiduelle, dont celle qu'on peut encore voir avec nos examens d'imagerie. Donc, le principe du master protocole est de tenter d'améliorer les résultats cliniques, que ce soit en situation de résistance primaire ou en situation de résistance acquise, notamment via les réservoirs de persisting cells, en ajoutant la chimiothérapie à base de sel de platine, dont on sait sa capacité à détruire un certain nombre de cellules tumorales, peu importe son statut, persisting, non persisting, cellule souche ou non cellule souche.
Ce master protocole propose donc globalement de randomiser l'association inhibiteur dédiée à l'anomalie oncogénique détectée. On l'associe donc à la chimiothérapie et on compare cela à un bras contrôle qui reçoit l'inhibiteur tyrosine kinase standard. Et il y a plusieurs bras qui sont en cours de développement et le premier qui a ouvert aux inclusions, c'est donc le bras ALK dont on va discuter ce soir. Dans le modèle EGFR, il y a déjà des essais thérapeutiques qui ont démontré l'intérêt d'associer la chimiothérapie à base de sel de platine aux inhibiteurs ALK. Vous avez ici les résultats de survie sans progression et de survie globale dans un essai qui utilisait le gefétinib comme bras contrôle et également dans la combinaison avec la chimiothérapie, donc un inhibiteur de première génération que nous n'utilisons plus maintenant en première intention, puisqu'on utilise l'osimertinib qui est plus efficace, mais qui montre clairement un bénéfice en termes de survie, un bénéfice très substantiel. C'est une stratégie qui est vraiment en cours de développement, auquel l'industrie croit également, puisqu'il y a l'essai FLORA2 qui propose de faire exactement le même design, mais avec l'osimertinib, un essai dont on aura les résultats normalement en 2023. Dans le modèle ALK, on a donc à relever le défi d'améliorer les résultats thérapeutiques. Vous voyez ici les courbes en haut des inhibiteurs deuxième génération qui sont notre traitement de référence avec des taux de contrôle de la maladie à 3 ans qui sont très élevés pour le modèle cancer du poumon de l'ordre de 43 à 46% et avec donc un objectif ambitieux d'augmenter encore cette survie sans progression. Alors cet objectif a virtuellement été atteint par un inhibiteur de troisième génération, le lorlatinib, avec, vous voyez ici, des taux de survie à 3 ans de 63%. Et le lorlatinib était jusqu'ici nos traitements à la rechute sous brigatinib et alectinib, qui a un index thérapeutique moins favorable, mais qui, vous voyez, un d'excellents résultats thérapeutiques. La problématique est que donc, ce médicament, l'orlatinib, est à l'origine de plus d'effets indésirables que l'alectinib et le brigatinib, dont certains sont très gênants, comme des effets neurocognitifs, qui, chez des patients qui pourraient être traités pendant des années sous l'orlatinib, posent un vrai problème. Il y a notamment des effets psychiatriques ou des effets de grande anxiété qui font réellement poser la question de la nécessité de remonter cet inhibiteur plus puissant en première intention. L'idée du master protocole est de cibler les différentes populations de ces courbes de survie, les progresseurs précoces, dont on ne connaît pas très bien les mécanismes biologiques, mais qui, dans tous les essais, sont retrouvés de manière constante, avec des patients qui ont donc un bénéfice très court avec la monothérapie anti-ALK. Essayer d'améliorer les résultats chez les patients ayant une réponse classique, donc ceux qui ont une rechute de la maladie entre 6 mois et 3 ans après le début du traitement. Et puis également, augmenter la proportion de patients longs survivants et avec un bénéfice très prolongé de la maladie, de l'ordre de 45% avec les inhibiteurs de deuxième génération et de l'ordre de 65% avec le lorlatinib. Vous allez voir que nous avons essayé d'avoir un objectif très ambitieux avec le master protocole et d'augmenter, d'approcher, même de surpasser la quantité de patients longs survivants qu'on obtient avec le lorlatinib. Donc, cet essai est un essai qui est promu par l'intergroupe francophone en cancérologie thoracique et est actuellement ouvert aux inclusions dans 32 centres en France, que je co-coordonne avec le docteur Aurélie Svaldus, qui est oncopneumologue au centre Lyon-Bérard. Et donc, l'hypothèse de l'essai est que l'adjonction de la chimiothérapie va permettre d'améliorer les résultats cliniques avec l'hypothèse qu'on aura un taux de contrôle de la maladie à 1 an du début du traitement de 86%, qu'on espère donc supérieur à celui qui est obtenu avec le lorlatinib, qui est de 78%, avec donc une hypothèse H0 69%, qui est la PFS à 1 an obtenue avec le brigatinib, et notre hypothèse qu'on sera au moins à 86% de contrôle de la maladie à 1 an. Donc, un objectif très ambitieux, mais comme on rajoute la chimiothérapie d'emblée avec donc des effets indésirables supplémentaires et qu'on remonte cette stratégie dès le début du traitement, on juge qu'il faut avoir un objectif très ambitieux pour envisager que cette stratégie puisse être évaluée en phase 3.
Voici donc le design de l'étude avec des patients qui seront inclus sur la foi d'un testing local affirmant la présence d'une fusion ALK. On autorise la présence de maladies de métastases cérébrales si celles-ci sont asymptomatiques. On ne rend pas obligatoire le traitement de la maladie cérébrale. Et donc, les patients sont randomisés en un contrat avec un bras contrôle de brigatinib et puis un bras associé à la chimiothérapie, 4 cycles de carboplatine pémétrexate sans maintenance. Il y a un élément qui est important à relever, c'est que nous avons également, dans le cadre d'un partenariat avec Guardant, plusieurs points d'exploration de l'ADN tumoral circulant avec l'assay 360 de Guardant, nous permettant d'évaluer la clairance de la fusion ALK et de tenter d'identifier les patients chez lesquels persisterait la fusion ALK sous brigatinib-sol et chez lesquels elle disparaîtrait sous l'association chimio-brigatinib et tenter d'identifier les patients qui auraient le plus intérêt à voir la combinaison d'emblée par brigatinib chimiothérapie qui pourrait potentiellement donc explorer en phase 3 ou dans le cadre d'un protocole où on déciderait d'ajouter la chimiothérapie après une induction par brigatinib s'il n'y avait pas de clairance de la fusion. On a des critères qui nous permettront également éventuellement de diffuser les résultats d'efficacité à 50% d'enrôlement dans le bras expérimental. Donc, je vais passer vite sur les critères d'inclusion que j'ai déjà évoqués. On a déjà une dizaine de patients qui ont été inclus dans l'essai thérapeutique pour un objectif à 100 patients et donc un certain nombre de centres qui sont ici listés. Et donc, pour conclure, c'est la seule étude randomisée qui évalue un inhibiteur d'ALK à la chimiothérapie actuellement. Il y a une étude, mais qui est monobras au Japon. Le gros intérêt de cette stratégie, c'est que ça préserve les inhibiteurs de 3e ou de 4e génération, comme le lorlatinib pour la rechute, plutôt que l'utiliser d'emblée. On a une étude ancillaire donc très solide sur la clairance moléculaire qui pourrait nous permettre d'adapter le traitement dans un essai de phase 3 qui finalement nous permet de mesurer la maladie résiduelle persistante et une étude ancillaire à la résistance sous chimio-immunothérapie. Je vous remercie de votre attention et je remercie l'ensemble de l'équipe IFCT qui a permis la mise en place de cet essai et nos partenaires industriels, Takeda, qui est le principal sponsor de l'étude, et Guardant pour la partie ancillaire. Et je vous remercie de votre attention.